Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les cours de l'économie et organisation administrative des entreprises. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée La gestion du temps. C'est la séquence numéro 4 de la deuxième partie, Organisation du travail dans l'entreprise. Cette séquence vient en continuation de la séquence précédente appelée Démarche d'organisation d'une activité. Donc, avant d'entrer dans la leçon d'aujourd'hui, on va commencer par un petit rappel concernant la séquence numéro 3. Donc, nous avons vu la dernière fois que la réalisation d'une activité nécessite le respect d'un ensemble d'étapes. Premièrement, il faut décomposer l'activité à réaliser en tâches ordonnées et planifiées. Deuxièmement, on passe à la répartition des tâches entre les membres du groupe. Troisièmement, on doit chercher des informations sur l'activité. Par la suite, on doit effectuer le choix des moyens nécessaires. Et finalement vient le contrôle et le suivi. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la gestion du temps, quelles sont les différentes contraintes de la gestion du temps, que c'est que la notion de planification, les différents outils d'ordonnancement, et on va terminer notre leçon par récapitulation. Donc, chers élèves, la gestion du facteur temps est devenue un élément déterminant dans la réussite des entreprises, au même titre que la maîtrise de la qualité et des prix. La gestion du temps exige la mise en place d'un certain nombre de méthodes et l'utilisation d'outils appropriés permettant une utilisation efficace du temps et une réduction des coûts de la main-d'œuvre. Donc cette gestion du temps suppose la prise en compte d'un ensemble de contraintes. En effet, ces contraintes peuvent être de nature financière. On cite à titre d'exemple le coût des heures supplémentaires. On peut également trouver des contraintes de nature juridique. Elles sont imposées par le droit de travail, les conventions et les autres accords. Troisièmement, on peut trouver des contraintes de nature organisationnelle. Elles concernent aussi bien l'entreprise que ses partenaires. Par exemple, l'horaire d'ouverture ou bien la nature du travail. Section 2, notion de planification. Qu'est-ce que c'est que la planification? La planification, tout simplement, c'est le processus de définition d'objectifs et d'allocation des moyens financiers, matériels et humains pour atteindre ces objectifs. Tout simplement, lorsqu'on parle de planification, on doit tenir compte de deux éléments. Un résultat à obtenir et également des ressources. Donc elle doit définir ses objectifs en termes mesurables et observables, par exemple une quantité à produire, une date limite de réalisation d'une activité. Elle doit par la suite faire un ordonnancement de ses tâches et faire un suivi et une révision périodique. Plusieurs méthodes sont utilisées dans le cadre de la planification. On cite, à titre d'exemple, la méthode dite NERAC. Le N signifie noter, donc on doit dans un premier lieu noter les tâches à accomplir. E, c'est estimer, donc il faut estimer la durée de chacune des tâches à accomplir. R, c'est réserver, il faut réserver du temps libre pour les imprévus. A, il faut arbitrer, c'est-à-dire choisir en fonction de l'importance et de l'urgence les tâches à réaliser, ou bien les classer et non pas choisir. Finalement, il faut contrôler. Qu'est-ce qu'on contrôle tout simplement? On contrôle les tâches réalisées. Et on doit faire une certaine comparaison entre les prévisions et la réalisation.
Troisième section, donc dans cette section, nous allons voir les différents outils d'ordonnancement. Ces agendas peuvent être soit des éphémérides. C'est quoi un éphéméride? C'est tout simplement un agenda papier comportant un feuillet par jour. C'est un outil de secrétariat. On trouve également le semainier, c'est presque le même que l'éphéméride, mais il comporte un feuillet hebdomadaire, avec bien sûr une zone par jour. On trouve également le calendrier annuel. Il est affiché dans un bureau, il permet d'inscrire des éléments marquants, par exemple pour une entreprise, quand est-ce qu'elle va lancer un nouveau produit, quand est-ce qu'elle va proposer des promotions, etc. Le deuxième outil d'ordonnancement important qu'une entreprise peut utiliser sont les plannings. C'est quoi donc un planning? Tout simplement, un planning ou bien un planigramme, c'est un tableau qui permet de visualiser des informations ou des tâches à effectuer, ainsi que leur échéance. On trouve d'abord le planning affiche en T. Deuxièmement, le planning à gouttière ou bien à bandelette. Troisièmement, on trouve ce qu'on appelle un planning magnétique. On va essayer donc de donner une idée sur chacun de ces plannings. Commençons par le planning affiche montée. C'est le planning le plus utilisé dans le domaine professionnel. En fait, il s'agit d'un panneau constitué de bandes verticales, métalliques ou en plastique, pouvant recevoir des fiches à épaule en fonction des informations à visualiser. On glisse des fiches en T de différentes couleurs, dont la partie supérieure reste visible, la partie inférieure reçoit des informations complémentaires. Et vous avez ici entre vos mains un planigramme ou bien un planning des réunions des conducteurs de travaux avec les fournisseurs du 3 au 7 février. Le deuxième planning, le planning à gouttière ou à bandelette. Donc pour ce planning, la partie gauche reçoit des fiches en T. Le reste est constitué de gouttières dans lesquelles on insère des bandelettes de différentes couleurs. La longueur de chacune des bandelettes est proportionnelle à la durée de l'information à visualiser. L'échelle du temps figure sur la partie supérieure. Un indicateur mobile permet de repérer la date. Vous avez entre vos mains un exemple de planning à gouttière concernant les congés du personnel pour le mois de février 2015. Par exemple, vous avez Monsieur Abdallah a un congé commençant le lundi 10 février et s'achevant le dimanche 16 février. Troisième planning, c'est le planning magnétique. Ce planning permet presque les mêmes applications que le planning à bandelette, avec en plus l'utilisation au choix de symboles, par exemple des punaises magnétiques ou bien des symboles de forme. Le troisième outil d'ordonnancement des activités est la liste de contrôle. C'est quoi une liste de contrôle? C'est une liste des tâches à exécuter dans un ordre précis. Un pointage des opérations au fur et à mesure de l'exécution permet d'éviter tout oubli et tout retard. Vous avez entre vos mains une liste de tâches à réaliser, une liste de contrôle. Vous avez donc entre vos mains une liste de contrôle. Donc on doit noter en ordre les différentes tâches à réaliser et préciser pour chacune le temps prévu de réalisation ainsi que le temps
réel. Pourquoi? Tout simplement, c'est afin de déterminer l'écart entre le prévu et le réel et de prendre des mesures correctives. Le quatrième et dernier moyen utilisé dans le cadre de la gestion du temps, c'est la méthode PERT. On va prendre un exemple introductif pour vous expliquer cette méthode et par la suite passer à sa définition, son explication et comment construire un réseau PERT. Prenons cet exemple. Pour mettre en marche une voiture, il faut d'abord ouvrir la portière. Donc c'est une tâche que je vais appeler la tâche A qui va prendre 20 secondes. Installée sur le siège, c'est la tâche B. Je suppose que sa durée est en 10 secondes. Troisièmement, je referme la portière. Je vais l'appeler tâche C, dont la durée est en 10 secondes. Finalement, j'introduis la clé de contact. C'est la tâche D, la durée 10 secondes, et la voiture, voilà, elle est mise en marche. Donc, graphiquement, voilà. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Ces chiffres-là représentent les étapes. Ou bien l'ordre des tâches à réaliser. Le symbole A20, le A c'est la tâche, 20 c'est la durée, on se B10 tout simplement c'est la tâche B avec 10 secondes et également pour les tâches C et D. Donc pour réaliser un projet, il faut prendre en compte un ensemble de contraintes qui peuvent être liées au temps. Tout simplement, c'est le délai à respecter pour réaliser ces tâches, des contraintes d'antériorité ou également des contraintes de simultanéité. Pour tenir compte de ces problèmes, on peut utiliser ce qu'on appelle la méthode PERT. Il nous reste à déterminer donc comment tracer ou présenter un réseau PERT. Pour le faire, il existe certaines étapes qu'il faut respecter. Pour construire un réseau PERT, il faut respecter les étapes suivantes. Il faut, dans un premier tableau, dresser la liste des tâches à réaliser et les symboliser par une lettre, c'est-à-dire noter dans une liste les différentes tâches relatives à la réalisation d'un projet et donner pour chaque tâche un symbole précis. Par exemple, la tâche A, la tâche B, la tâche C. Et chaque symbole signifie tout simplement l'abréviation d'une tâche. Toujours dans le même tableau, il faut prévoir la durée de chacune des tâches à réaliser. Par la suite, on doit déterminer les tâches immédiatement antérieures à chacune. Je vous donne un exemple. Nous avons ici la construction d'un entrepôt est découpé en 10 tâches dont les caractéristiques sont les suivantes. Vous avez ici le libellé des tâches, le repère de chacune, la durée exprimée pour cet exemple en jours et les tâches immédiatement antérieures à chacune des tâches. Donc généralement, la liste des tâches à effectuer, leur symbole et leur durée est donnée pour vous en tant qu'élève. Donc vous n'êtes pas demandé de dresser cette liste, ni d'évaluer ou de prévoir la durée relative à la réalisation d'une activité et de ses différentes tâches. La deuxième étape consiste à établir les rangs d'exécution des tâches. Qu'est-ce qu'on entend tout simplement par rang d'exécution des tâches? Ce sont les niveaux de réalisation des tâches. Le premier rang indique les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Le second rang indique les tâches qui avaient pour tâche antérieure les tâches de premier rang et ainsi de suite. Donc ça dépend des données de l'exercice à traiter. Vous pouvez trouver 2 niveaux, 3 niveaux, 4 niveaux, 5, 6 niveaux, ça dépend de l'exercice que vous êtes en train de traiter. Donc pour le faire tout simplement, revenons à notre exemple.
Vous avez ici par exemple les tâches A et B n'ont aucune tâche antérieure. Donc elles forment des tâches de niveau 1, tout simplement parce qu'elles n'ont aucune tâche antérieure. Donc on les appelle des tâches de niveau 1 ou bien des tâches de rang 1. Les tâches de niveau 2, par la suite, pour les déterminer, on élimine les tâches du niveau 1. Donc on considère ici comme si nous n'avons ni la tâche A ni la tâche B. Donc on doit tout simplement considérer qu'il n'y a pas ici la tâche A. La même chose pour B. Donc on obtient le deuxième niveau, ou bien le deuxième rang. C'est le rang C, D, E. Et on procède de la même façon pour les autres niveaux. Prenons le même exemple. Les rangs d'exécution des tâches sont donnés comme suite. Donc le niveau 1 regroupe les tâches A et B. Le niveau 2 regroupe les tâches C, D et E. Le troisième niveau indique les tâches F et H. Le niveau 4 concerne la tâche G. Cinquième niveau I et finalement la tâche G. Donc pour notre graphe, nous avons 6 niveaux, ou bien 6 rangs d'exécution des tâches. La troisième étape consiste à tracer le réseau PERT en indiquant d'abord les tâches. Il faut savoir que la tâche dans un graphe PERT est représentée par une flèche, symbolisée par une lettre, suivie d'un chiffre qui exprime la durée. Cette durée peut être exprimée en jours, en semaines, donc ça dépend de la nature de l'activité à réaliser. Il faut indiquer également sur le graphe la durée. La date au plus tôt, c'est tout simplement la date la plus rapprochée à laquelle la tâche suivante va commencer. La date au plus tard, c'est la date la plus éloignée à laquelle la tâche suivante doit commencer. C'est-à-dire qu'il faut obligatoirement, à cette date, mais au-delà de cette date, entamer une nouvelle tâche. Il faut prendre en considération les remarques suivantes pour une correcte présentation d'un graphe PERT. Pour calculer les dates au plus tôt, il faut aller de gauche à droite. Et lorsqu'on a convergence de chemin, il faut retenir la date au plus tôt la plus élevée. Alors que pour calculer les dates au plus tard, il faut aller de droite à gauche. Et lorsque plusieurs chemins donnent une date au plus tard différente, on doit retenir la valeur minimale. Par contre, au calcul de la date au plus tôt, dans laquelle on retient la valeur la plus élevée ou bien la valeur maximale. Donc voilà le graphe PERT qu'on obtient. Le classement des tâches 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout simplement sont des classements relatifs aux tâches. A, c'est la première tâche, B, c'est la deuxième, C, la troisième, etc. Donc A4, tout simplement signifie la tâche A de durée 4 jours. E2, par exemple, c'est la tâche E ayant une durée de 2 jours. Le chiffre 4 représente, donc 0 plus 4, ça donne 4. Par exemple, ici, nous avons une convergence de deux chemins vers cette étape. Donc 6 plus 10, ça donne 16. Et 9 plus 4, ça donne 13. Et on a dit qu'il faut retenir la valeur maximale, ou bien la valeur la plus élevée pour déterminer les dates au plus tôt. Par contre, pour déterminer les dates au plus tard, on doit retenir la valeur minimale. Prenons l'exemple de cette étape-là. Donc 6 moins 2, ça donne 4. Et 8 moins 1, ça donne 7. La valeur minimale étant égale à 4, donc on retient 4. Je pense que c'est clair.
La quatrième étape consiste à calculer les marges. On a précisément deux marges à déterminer. D'abord, la marge libre et puis la marge totale. C'est quoi une marge libre? C'est tout simplement le retard maximal qu'une tâche peut prendre par rapport à sa date de début au plus tôt sans entraîner de retard pour les tâches suivantes. Concernant la marge totale, tout simplement, c'est le retard maximal qu'une tâche peut prendre par rapport à sa date de début au plus tôt sans que cela affecte la durée du projet. Donc ça signifie que nous avons une marge, nous pouvons faire un retard concernant la réalisation d'une tâche, mais le retard qu'on va effectuer n'aura aucune influence quant à la durée du projet, ne va pas affecter la durée de réalisation du projet. Il peut engendrer une modification. Ce retard-là peut conduire à une modification de la date de début au plus tôt, mais n'affecte plus la durée de réalisation du projet. La dernière étape consiste à indiquer le chemin critique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par chemin critique? C'est la durée maximale nécessaire pour effectuer l'ensemble du processus. Donc, tout retard pris par rapport à la date ou bien à la durée indiquée par ce chemin aura une influence sur l'ensemble du projet. Donc, on trouve dans le chemin critique tout simplement l'ensemble des tâches pour lesquelles les dates au plus tôt sont égales aux dates au plus tard. Donc, pour notre exemple, on constate que le chemin critique est constitué ou composé des tâches A, E, H et J. Tout simplement, l'entreprise ne peut pas faire un retard concernant la réalisation des tâches A, E, H et J. Voilà, donc on arrive à la fin de notre leçon pour aujourd'hui. Donc pour résumer, on peut dire que la gestion du temps constitue aujourd'hui un élément déterminant dans la réussite de l'entreprise, au même titre que la qualité et les prix. Cette gestion du temps exige la mise en place d'un certain nombre de méthodes et l'utilisation d'outils appropriés permettant une utilisation efficace du temps et une réduction des coûts de la main-d'œuvre. On a entamé notre chapitre par un plan composé de quatre éléments principaux. D'abord, on a exposé les différentes contraintes de la gestion du temps. Ces dernières peuvent être des contraintes de nature organisationnelle, telles que la nature du travail et l'horaire d'ouverture, et concernent généralement l'entreprise aussi bien que ses partenaires. Elles peuvent également être de nature juridique. Ça concerne tout simplement des contraintes imposées par le droit du travail, par les conventions collectives du travail et des autres accords. On peut trouver aussi des contraintes de nature financière. Généralement, les contraintes financières sont imposées par le budget de l'entreprise. En deuxième point, nous avons entamé la notion de planification et on l'a expliqué à travers un schéma. En troisième point, nous avons parlé des différents outils de planification et on a dit qu'il existe quatre principaux outils auxquels l'entreprise peut recourir pour une gestion optimale du temps. Elle peut utiliser d'abord ce qu'on appelle la liste de contrôle. Il s'agit tout simplement d'une liste des tâches à exécuter dans un ordre précis. Elle peut également utiliser des agendas. Un agenda sert d'aide-mémoire et de base pour l'organisation du travail. L'agenda est utilisé dans les activités courantes. L'entreprise peut également utiliser un planning ou bien un planigramme. Le planigramme permet de visualiser les prévisions concernant l'exécution du travail ainsi que le déroulement. Il permet également de suivre l'exécution des différentes phases et il permet de faire également des contrôles sur l'avancement du travail. Il permet de faire également des contrôles sur l'avancement des travaux. Dernier outil, c'est le réseau PERT, qui permet de visualiser à travers un schéma les différentes tâches à réaliser dans le cadre de leur projet, en tenant compte des liens d'antériorité qui existent
entre ces tâches. Voilà, on arrive à la fin pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.